Alors, bienvenue à toutes et tous. Je vous remercie chaleureusement d'être à nos côtés ce matin pour ce webinaire dédié au marché obligataire. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Béatrice Gage, directrice de la recherche et de l'innovation, Édouard Faure, qui est responsable de la gestion crédit, et Yann Varier et Maxime Murat, gérant taux et crédit investment grade chez Swiss Life Asset Managers. Donc, au programme ce matin, nous commencerons par un point macroéconomique, suivi d'un point sur les marchés du crédit. Puis, nous vous présenterons notre expertise obligataire avec notre fonds daté SLF Opportunité High Yield 2028, notre fonds SLF Green Bond Impact et pour finir, notre fonds obligataire court terme SLF Bond ESG 6M. Je précise que vous pouvez poser vos questions tout au long de ce webinaire et il y aura à la fin une petite session questions-réponses. Béatrice, je te remercie d'être à nos côtés et je te laisse la parole pour commencer ce webinaire. Merci beaucoup, Alexandra. Bonjour à toutes et à tous. Donc, avant de présenter les perspectives 2025 pour expliquer la logique produit par la suite, quelques remarques rétrospectives sur 2024 via les 4 indicateurs macro-financiers clés qu'il faut regarder. Donc, ce tableau de synthèse présente la croissance et l'inflation, mais je vais expliciter l'impact sur les taux directeurs et aussi sur les taux longs pour ensuite proprement parler 2025. Alors en 2024, côté croissance, que peut-on retenir? Elle a été plus élevée aux États-Unis qu'en zone euro, 2,8% contre 0,8% dans la zone euro. Côté inflation, elle a ralenti dans les deux zones. Côté des taux directeurs, eh bien, le ralentissement de l'inflation a permis à la Fed et à la BCE d'enclencher un cycle de baisse. Côté des taux longs cette fois-ci, les US Treasuries et les taux européens sont restés élevés, mais ce qu'on a noté, c'est que la courbe de la structure des taux s'est légèrement modifiée par une hausse des taux longs aux États-Unis et par une baisse des taux courts en Europe. Alors, au niveau politique et plus particulièrement en France, le choc de la dissolution s'est traduit finalement par une hausse du risque de crédit avec une dégradation de la note française. Le spread de taux avec le Bund allemand est désormais à 90 points de base, selon les jours 80-90, contre une moyenne de long terme de 50 points de base. Et dans le cas de la France, on peut comprendre que des épargnants plus inquiets aient une préférence pour des placements relativement liquides et rémunérateurs, et c'est ce qu'on va expliciter. Donc, dans ce contexte, encore une fois, pour parler des performances des produits relativement rapidement, parce qu'Édouard y reviendra, sur lesquels il fallait être positionné en 2024 et avoir à la fois une rentabilité à 2 chiffres et une bonne diversification. Je vais évoquer l'or, bien entendu, les actions américaines, quasi plus 25%, le crédit high yield, quasi 10%, en haut du palmarès. Évidemment, il fallait être exposé aussi au cash. Et on le verra aussi en termes de diversification, les green bonds européens, puisqu'en fait, l'Europe est championne du monde. Donc, sans surprise, le CAC a enregistré une sous-performance comparativement aux autres marchés financiers. Donc, tu restes sur la slide. Et maintenant, je vais passer finalement aux commentaires finalement de ce qu'on envisage en 2025. Alors, la synthèse des prévisions, donc c'est sur des colonnes que j'ai identifiées. En termes de croissance et d'inflation, donc pour en déduire le scénario sur les taux directeurs, donc je ne vais mentionner que les États-Unis et la zone euro comme je l'ai fait pour la rétrospective 2024. Donc en 2025, premier pavé rouge, la croissance américaine serait encore de 100 points de base plus élevée qu'en Europe pour le consensus, 2% contre 1% pour la zone euro. Le scénario de SLAM, donc Swiss Life Asset Managers, est plus sévère, avec un différentiel de 140 points de base, soit une croissance américaine de 2,3 contre une croissance en zone euro de 0,9. Alors, ce chiffre s'explique par le différentiel de productivité entre les États-Unis et la zone euro, qui, selon nous, ne va pas se résorber à court terme. Côté inflation, donc on est là cette fois-ci sur le deuxième pavé rouge en partant de la gauche. L'inflation américaine serait à 2,4%. Car l'arrivée de Donald Trump associe une économie en sur-régime, conformément à ce qu'on appelle la Make America Great Again Economics. La volatilité des marchés, elle risque de s'exprimer jusqu'à la prise de fonction de Donald Trump, avec évidemment ce que tout le monde a en tête, les tarifs douaniers, l'arrêt de l'immigration, potentiellement des nominations, qui peuvent créer de la volatilité sur les marchés. A contrario, l'inflation en zone euro, elle, serait à 1,9, donc légèrement en deçà de la cible d'inflation de la BCE, ce qui permettrait de nouvelles baisses des taux directeurs
Et c'est bien entendu sur cette hypothèse et cette conviction que vont reposer nos préconisations en termes de placement. Alors, ce scénario, j'allais dire, et l'hypothèse, ces hypothèses sont conditionnées par des hypothèses que je vais décortiquer. Et c'est la première slide notamment qui va être synthétisée, qui va faire une synthèse. Et on a choisi le moral des entrepreneurs. On va passer à la slide suivante. Voilà, merci. Qui finalement est une bonne synthèse du climat des affaires et des indicateurs clés qui sont corrélés à l'activité économique. Côté États-Unis en noir, le rebond du moral est lié évidemment aux perspectives de la politique économique qui va être mise en œuvre par Donald Trump. En noir, donc. Côté France en rouge, le choc politique n'en finit pas de dégrader les perspectives, aussi par un effet boomerang de la hausse des OAT, d'une incertitude sur la croissance qui va bien entendu venir peser à la fois sur l'investissement, sur la consommation et sur la demande domestique française au total. Donc c'est dans ce contexte, en tous les cas en France, qu'en 2025, que la croissance serait inférieure qu'à celle de la zone euro. Côté Allemagne, en jaune, je ne vais pas m'y attarder, la baisse graduelle est liée aux difficultés structurelles de l'économie allemande. Et on va ensuite passer à la deuxième slide pour illustrer le scénario du tableau de synthèse qui est lié à l'inflation et plus particulièrement en zone euro, puisque le scénario de baisse des taux directeurs est conditionné à ce scénario d'inflation. Donc rétrospectivement, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que l'inflation headline à gauche de court terme a surpris par sa robustesse, potentiellement un effet de base sur l'Allemagne. L'inflation core à droite reste élevée, mais devrait s'assagir selon notre chief économiste Mark Bruch. Donc c'est une hypothèse qui peut paraître forte dans un contexte d'appréciation du dollar vis-à-vis de l'euro qu'on observe depuis, j'allais dire, ces dernières semaines et ces derniers jours. Mais encore une fois, il faut attendre la prise de fonction de Donald Trump. Alors, pour expliciter finalement ce qu'on envisage par rapport à ce qu'a dit Donald Trump et notamment sur les tarifs douaniers, on va illustrer ça par une nouvelle slide. C'est que la menace des tarifs douaniers, elle est évidemment réelle, mais selon Swiss Life Asset Managers, elle s'apparence plus à une approche transactionnelle vis-à-vis notamment de l'Europe pour trouver un deal. Et quelles sont les raisons qui nous motivent à penser cela? Eh bien, premièrement, c'est que l'appréciation ou l'application stricto sensus des mesures annoncées par Trump serait inflationniste pour les États-Unis, alors qu'il a été quand même élu sur un mandat pour redonner du pouvoir d'achat aux ménages américains. Deuxième chose importante, c'est que l'objectif de Trump, il est clairement de résorber le déficit extérieur américain en termes de compétitivité par une dépréciation du dollar. Donc ce graphique nous rappelle que la hausse des tarifs douaniers qui avait été mis en place vis-à-vis de la Chine sous le premier mandat de Donald Trump n'a pas fonctionné puisque la Chine avait déprécié le renminbi pour compenser la hausse des droits de douane imposés par Trump. Donc ce qui veut dire qu'on pense que finalement, l'administration américaine va avoir une approche au cas par cas, ce qui éviterait que la hausse des tarifs douaniers généralisés ne soit compensée par une baisse du taux de change, comme cela avait été le cas lors du premier mandat de Trump, notamment avec la Chine. Tout ça, bien entendu, explique notre scénario. On va passer rapidement cette fois-ci au taux directeur et au cycle de taux pour dire que voilà, le cycle de baisse est enclenché et je vais maintenant m'attarder plus au profil des taux directeurs anticipés par Swiss Life Asset Manager versus les anticipations de marché, donc qui est la slide suivante. Voilà, pour expliquer finalement que l'amplitude de baisse des taux directeurs de la BCE serait plus marquée que celle de la Fed, en lien avec nos scénarios d'inflation présentés. La Banque centrale européenne baisserait son taux directeur de 3% à 1,5% d'ici le mois de septembre, donc 150 points de baisse attendus, comme vous le voyez, pas à pas. Je souligne par rapport au taux neutre qui a été finalement au cœur des débats depuis ces 2 dernières années, relativement finalement vulgarisé pour que ce soit un petit peu la jauge. La BCE aurait un taux directeur à 1,5%, légèrement en dessous du taux neutre, lui, qui est estimé à 2%. Mais encore une fois, il y a aussi un débat sur le taux neutre. Nous, on l'estime qu'il est à 2% en regard justement du manque de productivité dans la zone euro. Concernant les taux directeurs de la Fed, le taux directeur, entre guillemets, les taux courts, resteraient légèrement en dessous des taux neutres qui sont estimés, eux, à environ aux alentours de 3,25%
encore une fois, par le fait qu'on a de l'inflation et plus de productivité, ce qui explique finalement ce différentiel entre taux neutre américain et taux neutre européen de 125 points de base. Alors, on va passer à la slide suivante. Donc, pour expliquer que finalement, la conviction forte sur une maîtrise de l'inflation, des taux directeurs en baisse, nous amène logiquement à penser que la politique monétaire en zone euro serait de nouveau expansive. C'est déjà le cas en Suisse. C'est la raison pour laquelle on a fait une petite comparaison et c'est ce que suggère ce graphique qui permet finalement de mettre en perspective les taux directeurs sur plus long terme. Alors, en conclusion, cette fois-ci, et pour faire référence à la gestion patrimoniale, donc on va passer à la slide suivante. Il est pertinent de noter que la frilosité, finalement, depuis la crise sanitaire et les chocs qu'on a connus, donc le choc de 2020, mais aussi le choc énergétique, a fortement contribué à la hausse du taux d'épargne en France, à près de 18%, comme vous pouvez le voir, un taux bien supérieur à ce qu'il est en Allemagne et finalement en Europe. Les ménages thésaurisent, ce qui est somme toute normal depuis la crise sanitaire, et les différents chocs, comme je viens de le dire. Donc, dans un tel contexte, il faut orienter, flécher une partie de leur épargne intelligemment vers des produits rémunérateurs, bien sûr, mais dont ils peuvent comprendre la pertinence compte tenu des convictions sur l'inflation et les taux en regard de ce qui s'est passé en 2024 par rapport à ce qu'on envisage en 2025. Et c'est la raison pour laquelle on a évidemment une conviction sur le monétaire, car les taux courts sont encore élevés. Les green bonds, parce que je l'ai dit en introduction, l'Europe reste la championne de la transition et a priori, ça ne va pas changer. Et le high yield avec un scénario d'inflation maîtrisée. Donc, qui plus est, compte tenu des expertises maison et mises en place depuis un moment, ce qui est la transition parfaite pour passer le relais à Edouard, notre responsable de la gestion crédit, afin qu'il démontre pas à pas l'intérêt d'être exposé au high yield en 2025. Merci beaucoup. Merci Béatrice pour cet éclairage économique. Je suis ravi d'être là ce matin parmi vous. Et je vais commencer, avant de rentrer dans le détail des produits avec mes collègues Yann et Maxime, je vais commencer par vous faire un point sur le marché du crédit, comment il s'est comporté l'année dernière et nos perspectives pour cette année 2025. Et je suis d'autant plus heureux de vous présenter ce point sur le marché du crédit aujourd'hui parce que eh bien, l'année dernière a été une excellente année en termes de performance pour l'ensemble de la classe d'actifs, que ça soit sur la partie la moins risquée, la partie investment grade, ou sur la partie plus risquée, qui est la partie high yield, avec des performances qui sont proches de 5% pour l'univers crédit investment grade et de près de 9% sur la partie crédit high yield. Quand on compare ça avec les taux sans risque, eh bien, en Allemagne, on voit que les taux, eux, ont une performance qui a été proche de zéro, hein, quasi nulle. Et quand on compare la performance de la classe d'actifs crédit en 2024 aux actions, eh bien on voit qu'on n'a pas à rougir du tout de cette performance-là. Quand on compare à l'Eurostoxx, on est relativement proche des performances de l'Eurostoxx pour une volatilité beaucoup plus maîtrisée. Donc en termes de couple performance-risque, on a une excellente année sur la partie crédit en 2024. Et petite anecdote, on a même battu certains indices actions, notamment le CAC 40, qui a malheureusement pâti de la situation politique en France et qui est un peu l'exception au cours de l'année 2024. Donc globalement, 2024, une excellente année pour la classe d'actifs crédit qui s'explique comment, slide suivante, eh bien, qui s'explique en grande partie par la compression des primes de risque. En fait, si on reprend si on découpe la performance d'un univers crédit, eh bien, en fait, il y a toujours trois éléments qui l'expliquent. Le premier élément, c'est l'effet taux, en fait, parce que chaque obligation a une certaine corrélation au taux sans risque, au taux d'État. Au cours de l'année 2024, les taux ont plutôt eu tendance à monter. Et donc, du coup, on a eu une contribution négative de la partie taux à la performance sur la performance de la classe d'actifs crédit. Le deuxième élément,
c'est le portage, c'est-à-dire les coupons, les intérêts qu'on touche. Celui-ci a joué son rôle à plein. Et le portage est très attractif sur la partie crédit. Pourquoi? Parce que suite à la hausse des taux justement qu'on a connue en 2022 et 2023, eh bien, les sociétés venaient se financer avec des coupons relativement élevés. Et donc le portage a largement contribué à la performance de la classe d'actifs crédit en 2024. Mais l'élément le plus important, et c'est le troisième élément qui explique la performance du crédit, hein, eh bien, c'est la prime de risque, pardon, c'est-à-dire tu peux rester sur la même slide s'il te plaît, c'est-à-dire la rémunération supplémentaire qu'on obtient en investissant sur du crédit par rapport au taux sans risque. Et cette prime de risque, on le voit entre le début d'année, décembre 2023, et cette fin d'année 2024, c'est largement compressé, a largement diminué, et ça a contribué très très positivement à la performance à la fois de l'investment grade et du high yield en 2024, et c'est vraiment l'élément majeur qui explique pourquoi on a eu d'aussi bonnes performances sur la classe d'actifs au cours de l'année 2024. Ça, c'est le constat pour 2024. L'autre constat qu'on a à faire une fois qu'on a observé cette compression des primes de risque, eh bien, c'est de regarder comment elles ont évolué sur une plus long terme, hein, sur l'historique. Et ce qu'on voit, eh bien, c'est qu'on a des primes de risque qui sont relativement serrées historiquement. Alors là, j'ai pris un historique de 5 ans. On aurait pu le prendre à plus long terme, ça aurait été pareil. On voit qu'on est relativement proche des plus bas sur la partie investment grade et qu'on est sur les mêmes niveaux que juin 2021 qui était le point bas sur la partie yield. Donc, dans nos perspectives 2025, chez nous, chez Swiss Life Asset Managers, nos réflexions, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les primes de risque sont relativement serrées. Donc, ce moteur, parmi les 3 moteurs importants, hein, de performance du crédit, ce moteur des primes de risque en 2025, devrait pas vraiment jouer positivement comme il a joué positivement en 2024. On s'attend plutôt à des primes de risque qui vont rester stables, voire qui vont s'écarter au cours de cette année, parce que la probabilité qu'elle se resserre par rapport au niveau actuel est relativement faible. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que les 2 autres moteurs que j'évoquais tout à l'heure, que sont le portage et l'effet taux, eux devraient jouer positivement, en tout cas contribuer positivement à la performance du crédit en 2025, ce qui devrait amener à la fin de l'année 2025, et j'ai pas de boule de cristal, donc faut prendre ce que je dis avec des pincettes, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de choses peuvent évoluer au cours de l'année, mais on devrait avoir des performances positives pour la classe d'actifs en 2025. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, la partie portage qui était attractive en 2024 va rester attractive en 2025. Les coupons qu'on touche sont toujours très élevés, et donc ça va jouer à plein sur la performance de la classe d'actifs, et aussi la partie taux qui a joué plutôt négativement sur l'année 2024, principalement en Europe, devrait contribuer positivement avec des baisses de taux attendues de la part de la BCE qui devrait faire baisser en particulier les taux courts. Donc effectivement, la classe d'actifs reste attractive parce que les rendements sont toujours attractifs, même si les primes de risque sont serrées, les rendements sont attractifs, et la performance et les rendements devraient rester attractifs, et la performance va se faire principalement via 2 choses, comme je le disais, le portage et l'effet taux. Alors dans ce contexte, pour profiter de cela, comment gérer ces allocations en 2025 sur la partie crédit? Et ça répond finalement à la question au titre de notre webinaire. Eh bien, pour nous, il y a 3 éléments clés et 3 solutions d'investissement qui permettent de profiter de cela. Le premier, c'est de profiter des rendements attractifs sur la partie courbe de la courbe, et profiter aussi de la baisse des taux courts dans un contexte où la partie crédit court terme est beaucoup moins volatile que notamment les taux d'État. Et donc, du coup, on a un couple rendement-risque sur la partie courte du marché du crédit qui est extrêmement intéressante. Et ça, il faut absolument aujourd'hui en profiter. Ça est un élément clé des allocations crédit de 2025. Et on a un fonds qui est parfaitement adapté pour cette situation, qui est notre fonds SLF Bond ESG 6M, dont Maxime présentera les caractéristiques plus en détail tout à l'heure. Deuxième élément, on s'attend en Europe à ce qu'on ait des baisses de taux, et donc du coup il y a quand même un certain intérêt à aller profiter de ce mouvement de taux,
tout en ayant un impact fort sur l'environnement. Ça, Béatrice en a parlé précédemment. On pense que sur la partie investment grade, le mouvement de taux va jouer positivement. En plus de ça, on pense qu'il y a un pan de marché qui est extrêmement intéressant, que sont les green bonds, qui permet aux investisseurs d'avoir en plus un impact environnemental largement positif. Et on a un fonds qui est parfaitement adapté à la situation, qui s'appelle SLF Green Bond Impact, dont Yann détaillera les caractéristiques juste après moi. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, un des éléments majeurs qui expliquera la performance de la classe d'actifs crédit en 2025, selon nous, Swiss Life Asset Managers, il s'agit du portage. Quelle est la meilleure classe d'actifs sur la partie crédit, sous-classe d'actifs, j'ai envie de dire, sur la partie crédit pour aller chercher du portage? Il s'agit de la classe d'actifs à yield. Comment profiter du portage au maximum en investissant sur un fonds à échéance à yield? Et pour ça, nous proposons toujours d'investir sur notre produit SLF Opportunité à yield 2028 qui permet de largement bénéficier, de largement profiter d'un portage attractif. Donc voilà les trois éléments majeurs sur 2025. Si je résume en une phrase, performance probablement positive, grâce au portage, grâce à l'effet taux, des primes de risque qui sont comprimées aujourd'hui, peu de contribution à la performance à attendre de cette partie-là. Voilà nos convictions pour 2025. Alors, je vais commencer par vous parler du fonds Opportunité à yield 2028, qui permet justement, comme je viens de le dire dans cette allocation, de profiter de ce portage. Quelques caractéristiques générales sur ce produit-là. Alors, un certain nombre d'entre vous le connaissent déjà et j'en profite ici pour vous remercier de tous nos clients qui sont déjà investis, et j'encourage tous ceux qui n'ont pas encore franchi le pas à regarder les caractéristiques de ce fonds-là qui sont particulièrement intéressantes selon nous. C'est un fonds pur à yield qui a une notation moyenne simple B, donc on est vraiment dans le cœur de réacteur du high yield. C'est un fonds qui est investi à la fois sur le high yield européen et américain, ce qui lui offre une possibilité de diversification extrêmement importante. La diversification étant un élément clé de notre gestion. Elle se fait à plusieurs niveaux. Elle se fait au niveau des géographies, comme je viens de le dire, en investissant à la fois en Europe et aux États-Unis. Elle se fait aussi d'un point de vue sectoriel. On est investi sur quasi l'ensemble des secteurs. Je dis quasi parce qu'il y a certains secteurs qu'on exclut et j'y reviendrai juste après. Et enfin, et pour moi c'est l'élément le plus important, la diversification elle se fait au niveau des émetteurs aussi, c'est-à-dire qu'un émetteur dans notre portefeuille ne représentera pas plus de 2% de nos allocations. Pourquoi? Parce que quand on investit sur un fonds à yield à échéance, on investit sur des fonds qui ont un risque de défaut, sur des obligations, sur des entreprises qui ont des risques de défaut qui sont non négligeables. Malheureusement, de temps en temps, on peut avoir des événements exogènes, on peut avoir des défauts qui arrivent, et il faut maîtriser ce risque de défaut. Une manière de le maîtriser, c'est de bien diversifier. Ce que je vais dire est évident, mais si on investit dans une obligation, qu'on en met 5% de notre portefeuille et que la société fait défaut, forcément l'impact sur la performance sera bien supérieur que si cette obligation ne représente que 2% du portefeuille. Donc la sélection, l'analyse fondamentale avant d'investir est clé, mais la diversification est aussi un élément majeur pour limiter l'impact d'un éventuel défaut dans le portefeuille. Je disais tout à l'heure qu'on était très bien diversifié en termes sectoriels et qu'on avait quasiment tous les secteurs. On a aussi des exclusions fortes et qui sont voulues. On n'investit que dans des dettes d'entreprise, on n'investit pas dans des dettes subordonnées bancaires et d'assurance. C'est pas qu'on n'aime pas la classe d'actifs, mais pour nous, les caractéristiques de ces obligations-là ne correspondent pas aux caractéristiques que l'on souhaite dans un fonds à échéance. Pour vous résumer rapidement, pour vous expliquer rapidement pourquoi, quand on investit dans une dette AT1, qui est une dette subordonnée bancaire ou d'assurance, ce sont des dettes qui sont perpétuelles, donc on n'a aucune idée de la maturité finale, de la maturité de ces titres-là. On n'a aucune certitude sur la date de rappel. L'autorité de tutelle peut demander à la banque de ne pas rappeler son AT1 à certaines dates de rappel, donc on n'a vraiment aucune idée de la maturité de ces titres, ce qui est relativement problématique quand on gère un fonds à échéance avec une échéance bien définie où on sait quand est-ce que le fonds va se terminer. Deuxième élément, on n'a aucune certitude sur le versement des coupons puisque la banque peut décider de ne pas payer ses coupons sur son AT1
patrimoine tout en continuant de payer des dividendes à ses actionnaires sans que ce soit un événement de défaut. Et donc, du coup, on n'a aucune certitude sur le portage sur ces obligations-là. Donc, c'est vrai que quand on est sur un fonds échéance où justement la clé, c'est le portage et la deuxième clé, c'est l'échéance, ce genre de dette, vous comprendrez bien, ne correspond pas, selon nous, aux caractéristiques d'un fonds échéance. Deuxième élément, on exclut les obligations des pays émergents. Ça, c'est pour gérer le risque de défaut, hein. Il y a un risque pays qui est beaucoup plus fort, c'est une autre analyse. Et donc, du coup, nous, on a vraiment un fonds pur investi dans des pays qui sont core. On exclut les dettes souveraines. De toute façon, les dettes souveraines qui sont notées à yield, généralement, sont des dettes de pays émergents. Et donc, du coup, on retombe dans l'exclusion précédente. Et enfin, dernier point, on exclut le secteur de l'énergie pour deux raisons. La première, c'est pour une raison ESG. Ce fonds est article 6, mais en tout cas, on veut mettre SFDR article 6, mais on veut mettre un pied dans l'ESG. On veut montrer qu'on est impliqué d'un point de vue ESG. Donc, on a décidé d'exclure les énergies fossiles. Mais ce n'est pas la seule raison. Il y a des raisons qui sont purement financières aussi dans l'exclusion du secteur de l'énergie. Sur la partie yield, on a remarqué historiquement qu'on avait des vagues de défaut très importantes sur ce secteur-là, à peu près tous les 4 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de volatilité sur le prix du pétrole. C'est extrêmement difficile de prévoir l'évolution du prix du pétrole. Et quand on investit sur ces fonds à échéance-là, on les lance avec des échéances qui ont autour de 5 à 6 ans. Et donc, du coup, on a une très très forte probabilité bien, de subir une forte baisse du prix du pétrole au cours de la vie de ces fonds-là, avec du coup un pic de défaut sur les obligations à yield des émetteurs du secteur de l'énergie, ce qu'on essaye évidemment d'éviter. Du coup, on a décidé d'exclure ce secteur pour avoir beaucoup moins de volatilité sur nos fonds. Enfin, deux éléments extrêmement importants qui nous différencient très fortement de la concurrence. Le premier, c'est qu'on a des fonds qui sont ouverts jusqu'à l'échéance. Il n'y a pas de période de commercialisation. Vous avez la possibilité de faire souscrire ou racheter vos clients du premier jour de la vie du fonds au dernier jour de la vie du fonds. Notre idée est de se dire que les opportunités sur le marché, elles viennent, elles repartent, elles reviennent. Si on vous met une période de commercialisation d'1 an, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir profiter d'une nouvelle fenêtre de marché attractive 2-3 ans après. Et donc ça, c'est extrêmement important pour nous de vous laisser toute flexibilité. Le seul point qu'on veut respecter et qu'on respecte, c'est l'égalité des porteurs. Et donc du coup, on demande simplement à un client qui déciderait bien, de sortir du fonds avant l'échéance, de payer 1% de frais de rachat acquis au fonds, et j'insiste bien sur le acquis au fonds, pour payer la fourchette finalement de liquidité, le coût de liquidité des obligations à yield. Si vous voulez, si à un moment donné, si là, à l'instant T, j'achète et je vends la même obligation sur le marché, j'achète et je vends la même obligation au même moment sur le marché, je vais payer 1% de frais de liquidité. Donc si on a un client qui sort et qu'on n'applique pas ce pourcent de frais de rachat acquis au fonds, finalement, c'est les clients restant dans le fonds qui vont qui vont payer la sortie de ce client-là. Donc, il faut vraiment voir ça comme une protection, hein, c'est vraiment le cas, et ça vous permet, vous, qui décidez de rester jusqu'à l'échéance du fonds, de ne pas payer les frais de liquidité liés à la sortie d'un client, et c'est pour ça qu'on demande aux clients qui sortent d'injecter ce pourcent de frais de rachat acquis au fonds. Enfin, dernier point clé pour nous dans la gestion d'un fonds à échéance, et il s'agit de considérer avec attention les caractéristiques propres des obligations à yield, à savoir que ce sont des obligations avec des structures de rappel émetteur, où les émetteurs ont la possibilité de rappeler par anticipation leurs obligations. Et donc, du coup, nous gérons ce fonds en considérant les maturités statistiques et non les maturités finales, parce que les maturités finales affichées des obligations ne sont pas forcément sont pas forcément les dates auxquelles on est remboursé. On est souvent remboursé par anticipation, et donc c'est important de considérer ces maturités statistiques. Slide suivante, suite aux caractéristiques générales, un petit point sur les performances. Alors vous voyez qu'elles sont vraiment très très bonnes depuis plusieurs années sur nos fonds échéances et en particulier sur le fonds Opportunité à Yield 2028. On a une performance nette de frais de gestion sur une part P l'année dernière qui était proche de 9%. Je vous rappelle que le marché à yield, donc avant frais de gestion, évidemment, quand on regarde le marché, on était à 8,6%, donc on a fait plus d'1% de mieux que le marché l'année dernière grâce à une sélection de crédits qui a été optimale. Pas de défaut, pas de vente à perte au cours de l'année 2024. Donc on a été vraiment dans un contexte qui a été vraiment très bon. Ça, c'est 2024. 2025, slide suivante.
L'attractivité sur ce fonds-là est toujours très importante. Je me focaliserai sur la case en rose. On a un taux de rendement net actuariel, un temps de rendement actuariel net, si je remets plutôt la phrase dans le bon sens, pour une part P qui est de 4%, ce qui reste extrêmement attractif. Vous voyez que la diversification est très importante, 150 signés en portefeuille. Vous voyez les 5 principaux émetteurs, et ça reprend ce que je dis, pas d'émetteurs supérieurs à 2%. Un fonds qui a près de 400 millions d'euros d'encours, et les répartitions avec un fonds qui est principalement investi en euros et concentré sur la notation simple B, comme je le précisais. J'en ai terminé sur le fonds et d'échéance. Je vais passer la main à Yann qui va détailler notre deuxième brique clé dans l'allocation 2025, à savoir la partie Green Bond avec le fonds SLF Green Bond Impact. Merci beaucoup. Oui, merci Edouard, bonjour à tous. Donc on va parler maintenant du fonds SLF Green Bonds Impact. C'est un fonds qui est extrêmement intéressant dans notre gamme de crédits. Il est intéressant pour deux raisons. La première, c'est qu'il permet à la fois de vous exposer sur le marché du crédit investment grade. Et le deuxième aspect, c'est de pouvoir contribuer positivement à l'environnement. Avec ce fonds, vous êtes sur un produit qui va être purement crédit, puisqu'il est exclusivement investi sur de la dette d'entreprise et de financières en euros, de haute qualité de crédit, puisque c'est de l'investment grade. Mais la particularité, c'est que les titres sur lesquels nous investissons sont des obligations vertes ou green bonds. Vous en avez certainement entendu parler. C'est le compartiment du marché du crédit investment grade qui se développe le plus. Par exemple, sur l'année 2024, il y a eu plus de 230 milliards de nouvelles émissions primaires en euros sur ce marché. C'est devenu un segment incontournable depuis quelques années. Il est utilisé par beaucoup d'émetteurs pour pouvoir financer des projets verts, des projets qui vont contribuer à la transition écologique ou à la décarbonation de l'économie. À titre d'illustration, il y a déjà plus de 450 émetteurs qui ont émis des green bonds en euros. Nous nous appuyons pour ce fonds sur une sélection rigoureuse qui va se faire à la fois sur la partie financière, à travers donc une analyse détaillée des bilans de l'émetteur, tout cela afin de déterminer la qualité de crédit de l'émetteur, mais elle va aussi se faire au travers de l'évaluation de la partie extra-financière de l'émetteur et principalement de l'obligation. Et pour cela, nous nous appuyons sur l'expertise des équipes de gestion et des équipes de SG de Swiss Life France Asset Managers pour pouvoir analyser la qualité des projets qui vont être financés par l'obligation. Et à travers la qualité, je parle notamment de leur impact positif pour l'environnement. Et là, c'est un point essentiel de notre façon de faire le fonds, puisque malgré l'existence de standards internationaux, on pense aux Green Bond Principles, qui vont fournir des lignes directrices pour les émissions des obligations et avoir des standards de place. Il y a un risque d'éco-blanchiment ou de greenwashing qui va être important. Ça peut prendre plusieurs aspects. Ça peut être à la fois une mauvaise stratégie environnementale de l'émetteur, bien qu'il mette des green bonds, ou alors ça va être que les projets financés vont être de faible valeur ajoutée, ou alors tout simplement que les standards de place ne sont pas appliqués. Donc pour ce faire, nous allons étudier chaque green bonds et principalement à travers leur framework qui est attaché à chaque émission. En fait, le framework du green bond, c'est tout simplement le document dans lequel l'émetteur va indiquer quel projet il souhaite financer avec l'argent qu'il va lever sur les marchés. Donc, au travers du fonds SLF Green Bonds Impact, vous allez financer le développement des énergies renouvelables, vous avez l'adaptation au changement climatique ou alors la lutte contre la déforestation, par exemple. C'est un fonds qui a une contribution positive sur l'environnement, c'est pour ça qu'il est article 9 SFDR. Voici pour les caractéristiques. Après, en termes de performance, puisque donc on a cet aspect contribution positive à l'environnement, mais on a aussi un aspect financier. Et là-dessus, les performances financières sont très intéressantes. Comme vous pouvez le voir sur la partie droite de la diapositive, l'an dernier, nous avons eu une performance de 5,35% net de frais, hein, donc à comparer aux 4,70 pour le marché investment grade au global. Et en 2024, on avait fait près de 7% de performance. Donc voilà, c'est une performance qui dure. Et pourquoi? Parce que le fonds, il bénéficie d'une gestion de conviction et il est géré activement donc, par les équipes. Et son objectif est à la fois donc, de délivrer une performance quel que soit l'environnement de marché, et d'avoir un impact positif pour l'environnement.
Donc tout cela, c'est grâce à des experts qui vont être capables de sélectionner les instruments qui vont avoir le plus d'intérêt financier et qui vont permettre de poursuivre les objectifs que sont la lutte contre le changement climatique et la protection des ressources naturelles. En termes de risque, le fonds, en termes d'indicateurs, SRRI, il est de niveau 2, donc sur une échelle, je vous rappelle, de 1 à 7. Pour 2025, donc c'est la slide suivante, merci. Donc pour 2025, en termes de positionnement, on va rester sur un portefeuille prudent, comme l'a montré Edouard tout à l'heure. Les primes de risque sont relativement faibles, donc on va plutôt démarrer l'année avec prudence. Donc c'est pour ça qu'on est sur un portefeuille qui va être de haute qualité de crédit, puisque la notation moyenne est à BBB+. En termes de duration, on est à un niveau de 4. L'idée, c'est de pouvoir bénéficier des prochaines baisses de taux et profiter de l'effet valorisation qu'il va y avoir sur les titres en portefeuille. Et donc, en plus de son rendement financier, donc il y a également un aspect extra-financier, donc ce qu'on peut voir sur la gauche de la diapositive en bas. Si l'on s'intéresse à la note ESG, on voit que le portefeuille a une note ESG qui est bien supérieure à celle de l'univers crédit, puisque nous avons un portefeuille qui a une note de 8,16 contre un univers de crédit qui est à 7,47. Et si on s'intéresse à l'empreinte carbone, qui est un très bon indicateur finalement de l'aspect positif pour l'environnement, on voit que le portefeuille a une empreinte carbone de 218 tonnes de CO2 par million investi, alors que l'univers de crédit, lui, a une empreinte de 504 tonnes de CO2 par million investi. C'est-à-dire qu'on a un portefeuille qui a une empreinte carbone plus de 2 fois plus faible que l'univers du crédit. Et cela s'explique par quoi? Ça s'explique principalement donc, par les projets que nous finançons et donc par les répartitions. Donc, nous sommes surtout sur des projets qui vont être sur les énergies renouvelables. Donc, on va retrouver du solaire, de l'éolien et principalement de l'hydroélectrique, mais également aussi sur les bâtiments à travers la construction de bâtiments à basse consommation d'énergie, pardon, ou de la rénovation pour adapter les bâtiments au changement climatique. Donc voilà, on est sur un produit qui a deux aspects. Donc d'un côté, l'aspect financier et de l'autre côté, l'aspect positif pour l'environnement. Et je vais laisser maintenant la parole à Maxime qui va pouvoir vous présenter notre fonds. Merci Yann, bonjour à tous. Je vais vous parler du fonds SLF Bond ESG 6M. Et on va commencer par les caractéristiques de ce fonds, même si je pense que pas mal d'entre vous sont familiers avec ces caractéristiques, puisque c'est le fonds de notre gamme obligataire qui a reçu le plus de collectes nettes en 2024. Et donc qui a eu un grand succès, et merci à vous pour cela. En termes de caractéristiques, on a 4 forces principales qui caractérisent ce produit. La première, c'est bien sûr la liquidité. Vous avez un produit qui vous permet de souscrire et éventuellement par la suite de racheter vos parts quotidiennement avec paiement en J+1, sans frais de mouvement et sans limite de montant. Donc beaucoup de flexibilité pour gérer vos besoins éventuels de trésorerie. Ce placement est un placement court terme. Nous recommandons un horizon de placement de 6 mois, ce qui est relativement court et qui présente une opportunité intéressante dans ce contexte, selon nous. Comment arrive-t-on à un placement aussi court terme? C'est grâce au positionnement risque du produit, avec des maturités inférieures à 3 ans et des instruments exclusivement investment grade, donc plutôt la partie la moins risquée dans l'univers obligataire. C'est d'ailleurs attesté par le tampon du risque, puisque nous avons un indicateur de risque qui est le plus bas sur l'échelle, SRI, qui est à 1. Et sans surprise, ce placement peu risqué offre un avantage tout particulier, c'est celui d'être faiblement volatile. Et d'ailleurs, nous nous engageons sur cet indicateur-là à rester peu volatile, puisque dans notre documentation légale, dans notre prospectus, nous avons inscrit une volatilité cible inférieure à 0,50%. Et pour faire la transition avec 2024, sur cet indicateur tout particulièrement, nous avons eu une volatilité de 0,13%. Vous voyez, très faible, loin de notre maximum autorisé l'année précédente. Alors, regardons en détail comment s'est comporté ce produit en 2024. Vous l'avez compris avec les intervenants précédents, l'environnement de taux a été positif,
Le marché du crédit a été très porteur. Ça a été donc un cocktail gagnant pour ce produit, puisqu'il a eu une performance absolue excellente, 4,05% net de frais de gestion par P. Donc, dans l'absolu, c'est excellent. En relatif aussi, il a largement surperformé son indice de référence, qui lui a eu une performance de 3,93%, et il a également surperformé l'indicateur de référence de beaucoup de fonds de trésorerie, qui est l'Ester, donc le taux interbancaire auquel les banques se prêtent de l'argent entre elles pour des durées courtes, qui a eu une performance de 3,80. Donc finalement, c'est même assez proche des actifs risqués et, comme l'a dit Edouard, supérieur aux obligations d'État qui sont une autre référence en termes de placement peu risqué. Donc très satisfaisant en 2024. Je vous propose maintenant de regarder la composition du portefeuille que l'on a pour l'année 2025. Alors, nous avons souhaité conserver le mix qui a fait notre succès, enfin en tout cas le succès du produit ces dernières années, c'est-à-dire une balance entre obligations, actuellement ça représente 60% du portefeuille, et instruments monétaires, les fameux titres de créances négociables, TCN sur la partie gauche du graphique, qui représentent un quart du portefeuille. Bien sûr, notre fonds ne serait rien sans la liquidité qu'il apporte. C'est pour cela que nous avons ici une part de liquidité importante, 7% disponible immédiatement sur notre compte cash à la banque et 10% à peu près en OPCVM. Donc ici, ce sont exclusivement des OPCVM monétaires avec une liquidité quotidienne en J qui nous permet de gérer la trésorerie si besoin et faire face à d'éventuels besoins en cas de rachat. Sur la partie droite, vous pouvez voir que pour limiter le risque, on essaye toujours d'avoir une diversification importante. La première position reste bien sûr la France, c'est notre marché principal. Ça représente à peu près un quart du portefeuille. À noter que c'est en réduction par rapport à 2024, on était plutôt à un tiers. C'est pas vraiment qu'on est inquiet sur la France, c'est juste qu'on a voulu réduire la position pour justement profiter de l'actualité et d'éventuelles nouvelles opportunités pour en remettre au cours de l'année 2025. Petit rappel sur ce point-là, notre exposition à la France et l'exposition de ce portefeuille se fait via des instruments monétaires et des obligations que l'on finance auprès de corporates, donc d'entreprises. Il n'y a pas d'obligation d'État dans ce portefeuille, ce qui limite aussi la volatilité. En conclusion, sur la slide suivante, je vais vous rappeler les atouts principaux de ce produit. Donc c'est bien sûr, si vous aussi vous pensez qu'il peut y avoir de l'incertitude, que l'environnement n'est pas limpide pour vous, ben vous avez une opportunité pour les premiers mois de l'année. En attendant d'éventuelles futures baisses de taux, on a toujours un rendement très très attractif par rapport au risque embarqué dans le portefeuille, puisque aujourd'hui on se situe autour des 3% net de frais de gestion. En plus, un fonds qui bénéficie du label ISR et une lisibilité très importante, puisque vous pouvez avoir le détail du portefeuille. Ce sont des entreprises que vous connaissez normalement toutes assez bien. Il n'y a rien de vraiment sophistiqué dans ce produit-là ou d'obscur. Voilà pour le produit. Je vais rendre la parole à Alexandra maintenant. Merci beaucoup, Maxime, et merci à tous pour la présentation de ces 3 solutions qui sont porteuses, aux profils assez différents et qui sont toujours cohérentes et pertinentes dans le contexte de marché actuel. Alors, pourquoi choisir nos fonds dans vos allocations? Sur cette slide, vous le savez, les fonds datés et notamment notre fonds Opportunité High Yield 2028, c'est de vous permettre d'avoir une double visibilité. Donc, visibilité sur l'horizon de placement. Vous savez qu'au 30 juin 2028, le fonds ferme, donc un horizon de placement de 3 ans et demi, et vous avez de la visibilité sur le taux de rendement. Donc ça va être pertinent pour booster et diversifier votre allocation avec une exposition qui est pure high yield, tout en figeant les conditions de marché actuelles pour les 3 prochaines années. Et dans un environnement de baisse de taux, vous avez tout intérêt à entrer sur ce fonds et à bloquer ces taux aujourd'hui pour vos clients et profiter, comme le disait Edouard, du portage qui reste attractif sur le high yield. Avec notre fonds SLF Green Bond Impact, vous permettez à vos clients de profiter des futures baisses de taux grâce à la duration du portefeuille
Et c'est une solution qui vous permet de diversifier une allocation en investissant dans de vrais projets durables, tout en allant chercher de la performance sur le long terme. C'est une gestion de conviction et je rappelle que c'est un fonds article 9, donc aussi cohérent avec les nouvelles réglementations en vigueur et pour des clients qui voudraient donner plus de sens à leur épargne. Et pour finir avec notre fonds SLF Bond de SG6M, comme le disait Maxime, il s'inscrit parfaitement dans le contexte de marché actuel en profitant des taux qui restent élevés et attractifs sur le court terme. Il permet de réduire la volatilité de votre portefeuille. Comme le disait Maxime, c'est une série de 1 et on a une volatilité de 0,1% sur un an. Et il va vous permettre également d'augmenter la part UC de vos allocations sans augmenter le profil de risque de vos clients et d'aller chercher le max du bonus sur le fonds en euros chez certains assureurs. Il offre aussi une solution prudente à des clients qui seraient investis où le fonds euro n'est pas éligible, par exemple en contrat de capital personne morale, et c'est une très belle alternative au compte à terme. Même pour vous, c'est un bel outil de captation d'encours par rapport aux offres proposées par les banques. Vous avez une valeur liquidative qui est quotidienne, avec un règlement en J+1, comme l'a précisé Maxime, c'est un fonds qui est très liquide, et surtout, pas de pénalité de sortie. Et le fonds est très diversifié, une centaine d'émetteurs, plus de 200 lignes au portefeuille. Donc on est ici vraiment sur une solution prudente avec un couple risque-rendement attractif et idéal pour du placement d'attente, du placement de liquidité et de la gestion de trésorerie. Basé sur les caractéristiques et notamment sur les référencements, vous pouvez retrouver pour notre fonds Opportunité High-Yield 2028, vous pouvez les retrouver dans les contrats chez AXA Thema, Cardiff, Generali, Swiss Life, Norcia, Intential et UAF Life. Et pour notre fonds Green Bond Impact, alors la parité elle est assez récente et elle est actuellement disponible dans les contrats Swiss Life et Vie+. Si vous avez des intérêts pour cette solution, surtout n'hésitez pas à les faire remonter par mail auprès de vos inspecteurs ou inspectrices en nous mettant en copie. Cela nous est d'une grande aide pour le rendre disponible chez les différents assureurs avec qui vous travaillez. Et pour notre fonds Bond de SG6M, vous pouvez le retrouver dans les contrats chez AXA Thema, Cardiff, Generali, chez Swiss Life également, Norcia, Intential, UAF Life, Celentia et Afiesca. Sur les caractéristiques, alors je rappelle que notre fonds Opportunité High-Yield 2028 est un fonds article 6. Vous avez un horizon de placement jusqu'en juin 2028. C'est un SRI de 3. Pour notre fonds Green Bond Impact, il a une durée d'investissement recommandée, lui, de 3 ans minimum. Et je rappelle que c'est un fonds, comme je disais, article 9 et qu'il a un profil de risque de 2. Et sur du un petit peu plus court terme, notre fonds Bond ESG6M, qui a une durée de placement recommandée de 6 mois minimum, SRI 1, et c'est un fonds article 8. Alors, mesdames et messieurs, pour conclure ce webinaire, je vous remercie chaleureusement pour le temps que vous nous avez accordé ce matin. J'espère que ce webinaire vous a plu. Et un grand merci à Béatrice, Édouard, Yann et Maxime pour vos interventions de qualité et pour tous les éléments que vous avez pu nous apporter. Et l'ensemble de l'équipe commerciale, Romain Devéco, Xavier Royer, Gabriela Ferrer, Louis-Renaud Marchand et moi-même sommes disponibles pour répondre à l'ensemble de vos questions. Surtout, n'hésitez pas à nous appeler. On sera ravis de continuer ces discussions et de vous donner des éléments supplémentaires. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée et à très bientôt.